C'est vrai qu'il n'y a plus de références. Il n'y a plus de référence au corpus freudien, il n'y a plus de référence à l'histoire de la psychanalyse ou même de l'hypnothérapie. Au fond, c'est peut-être beaucoup plus lié à ma pratique. Et c'est peut-être pour ça que ça paraît plus simple. Mais je me situe mal, moi, je ne sais pas au fond ce que je fais. J'ai toujours travaillé comme un mineur de fond. Je vois à 10 cm devant moi, il me semble que le filon est bon, alors je mets mon marteau-piqueur à cet endroit-là, mais je ne sais pas très bien où je suis. Et même j'ai eu pas mal de difficultés parce que Odile Jacob voulait changer le titre du livre. Elle voulait appeler ça « En finir avec la plainte » ou trouver d'autres trucs. J'ai dit non. Eh bien, ils m'ont dit, ah ben bon, ben alors à ce moment-là, on ne publie pas. J'ai dit, oh, ça m'est égal, mettez-le au panier si vous voulez. Mais ça sera ce titre-là ou pas du tout. Alors, ils ont accepté. Mais justement, par rapport à votre pratique, moi j'ai senti, j'avais du mal à comprendre exactement. Vous savez quand même qu'actuellement, on parle beaucoup d'hypnose. Alors, pour, par exemple, arrêter de fumer, ne pas trop manger. C'est dans le vent, l'hypnose. L'hypnose, je suis d'accord. Et vous voyez, vous intéressez à ça. Alors, bon, ne plus fumer, mais on ne s'interroge jamais, sauf peut-être un homme comme Melchior, Thierry Melchior en Belgique, on donne des procédures, on propose d'entraîner des gens à des techniques, on ne se demande pas comment ça se situe. Finalement, ma grande question, moi, c'est, j'ai pratiqué la psychanalyse, je n'étais pas très satisfait parce que l'expérience elle-même me semblait très loin de ce qu'on en disait. Et pour l'hypnose, c'était le contraire. On parle beaucoup de la pratique, on propose des procédures qui fonctionnent bien souvent, mais on ne se demande jamais ce que c'est que ce phénomène. Non. Et à mes précédents livres, moi je n'aurais pas jamais pu pratiquer l'hypnose si je n'avais pas pu la situer. C'est pour ça que dès le moment où j'ai commencé à pratiquer l'hypnose, c'est-à-dire il y a une quinzaine d'années, ben, j'ai écrit Influence, puis après j'ai écrit Qu'est-ce que l'hypnose, et maintenant j'ai écrit ce livre-là. Mais, oui. Vous parlez toujours de l'hypnose, là, dans la fin de la plainte. C'est la même hypnose? Oui, c'est l'hypnose telle que moi je la conçois et qui est de plus en plus loin, vraiment, de ce que les hypnothérapeutes font. Alors je comprends qu'ils soient un peu perdus. Oui, parce que vous dites qu'on enseigne beaucoup de procédés techniques. Est-ce que c'est des procédés techniques que vous réutilisez vous, ou finalement vous êtes arrivé à créer vos propres procédés et votre propre technique? Mais ce que je voudrais dire au préalable, si vous voulez, c'est que l'hypnose a beaucoup de succès parce qu'elle est utilisée aussi comme analgésique. C'est-à-dire que la médecine accepte l'hypnose dans la mesure où elle rend le corps du patient ou de la patiente immobile et objectif. Alors ça va encore. Mais dès que l'hypnose, alors ça c'est vrai quand même que toute la tradition américaine autour d'Erickson, c'est vrai qu'ils insistent beaucoup sur l'hypnose comme éveillant la personne. Ça c'est fondamental pour eux. Mais dans cette mesure-là, on ne cherche plus, comment Erickson a refusé de théoriser, et je crois que ça a un sens dans sa pratique, parce qu'il disait qu'il fallait inventer une théorie pour chacun. Il a tout à fait raison, d'ailleurs. En fait, cette hypnose, on ne cherche pas à la comprendre. Mon livre, toute une série de mes autres livres ont été traduits en anglais, je crois que tous, 4 ou 5, oui. Mais Influence, ça ne peut pas marcher. Qu'est-ce que l'hypnose? Ça peut marcher. Too French. It's too French. On a eu l'impression, dès le titre de l'ouvrage, que vous vous situiez en contre par rapport à la psychanalyse. Alors on s'est demandé, d'abord, est-ce que c'était dû à votre parcours intellectuel et pratique, ou est-ce que c'était, je dirais, une sorte de position qui permettait d'expliciter un peu votre position, mais qui ne recouvrait plus aucune réalité. C'est-à-dire que, bon, la psychanalyse, vous avez tourné la page, enfin, on se posait cette question. Je ne cherche plus du tout à me situer par rapport à la psychanalyse,
Parce que ma pratique n'a plus rien à voir avec la psychanalyse. Je peux vous donner quelques items, si vous voulez. Par exemple, un truc énorme, c'est que la psychanalyse se pratique en privé. L'hypnose peut se pratiquer en public. Alors, il y a un clivage total. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la psychanalyse restera toujours quelque chose qui est enfermé dans la solitude de l'individu, et la position du psychanalyste derrière, dans son fauteuil, qui n'est pas visible, accentue encore plus ça, alors que l'hypnose nous met en relation avec notre propre corps et avec les autres. Et la question qui nous était venue aussi était en quoi est-ce que vous considérez que la pratique psychanalytique et votre pratique sont antinomiques ou pas? Peut-être pas antinomiques. Moi, ce que je dis souvent aux psychanalystes, c'est que si la psychanalyse réussit, elle réussit pour des raisons qui lui échappent et que moi je mets en évidence. Oui. Ça a été... Si vous lisez ce que j'ai fait auparavant, j'ai toujours été hanté par la visée de la thérapie, psychanalytique ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens vivent mieux. Quand vous demandez à des psychanalystes, mais pourquoi la psychanalyse, à quoi ça sert, etc., ils ne savent pas trop vous dire. Les lacaniens, Lacan disait, et je crois qu'il avait d'une certaine façon raison, la guérison vient par surcroît, c'est-à-dire qu'on ne la vise pas, elle peut arriver. Et puis aussi, moi je suis très déformé certainement par rapport à la psychanalyse, parce que depuis 10 ans, j'ai reçu des centaines de personnes, mais vraiment des centaines de personnes, qui avaient fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans de psychanalyse, et qui étaient gros gens comme devant. Mais quand j'ai commencé ma psychanalyse, c'est-à-dire, vous n'étiez pas né, attendez de voir. 65, 66. En effet. Eh bien, à ce moment-là, on disait, c'est bon pour tout le monde. Mettez les gens sur le divan, et si ça ne marche pas, eh bien, continuez. C'était ça, et j'ai commencé ma pratique avec cette idée-là. Puis je me suis aperçu que c'était faux. Vous savez pourquoi l'hypnose marche et pour qui? Ah, bien absolument. Alors, est-ce que vous pourriez nous le dire? L'hypnose, c'est un état dans lequel la personne se remet en situation. Et maintenant, je vais beaucoup plus loin. Je demande simplement aux personnes de prendre la bonne position qui leur convient. J'ai fait ça encore ces temps-ci. Asseyez-vous dans ce fauteuil, prenez position et cherchez à prendre la position la plus exacte par rapport à vous, et par rapport à votre entourage, par rapport à votre environnement. Il faut quelquefois 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes pour que les gens commencent. Et puis même au bout d'un quart d'heure, ils disent « non, j'y suis pas tout à fait ». Alors on va chercher comment vous pourriez prendre position. Ça n'a rien à voir avec la psychanalyse. Et alors, est-ce que vous pourriez nous expliquer alors comment vous faites, comment se passe une séance? Qu'est-ce que je fais? Ça dépend de la personne. Ça dépend de moi, ça dépend de la relation. C'est ça le critère fondamental. C'est ça. On ne s'appuie pas sur une théorie, on ne s'appuie pas sur un vocabulaire, on ne s'appuie pas sur une institution, on s'appuie sur une relation. Mais je peux prendre des exemples, c'est la seule manière d'avancer. Quelqu'un vient me voir et me dit « je ne me sens pas bien ». J'essaye, à ce moment-là, de dire à cette personne « vous avez en vous la possibilité de trouver la position la plus confortable, mais aussi la mieux orientée pour résoudre votre position. Mais c'est pas comment faire? Ben, faites-le. Comment faire? Ben, faites-le simplement. C'est-à-dire que le faire va permettre de montrer que l'on n'est pas adéquat à son existence et en même temps va permettre aussi de découvrir qu'on peut être adéquat à son existence. Alors il faudrait prendre quelqu'un vient me voir, une intellectuelle, tous les diplômes possibles et les meilleurs. Ça ne va pas. Et première séance, finalement, elle ne dit pas grand-chose. Alors je lui fais faire un exercice de présence à elle-même, c'est tout. Et elle part, elle revient, elle me dit j'étais très contente parce que je me sens beaucoup mieux, mais je reconnais que je ne vous ai pas dit que j'étais amoureuse d'un homme, qu'il me rejette, etc. Et je lui dis est-ce que vous êtes vraiment dans cet amour-là? Je ne sais pas. Eh ben, on n'a pas fait passé tout un temps pour qu'elle se trouve, elle, capable
d'assumer l'amour qu'elle avait pour cet homme. La fois suivante, elle revient, elle m'a dit, tout est réglé, j'ai pu faire la demande que je voulais à l'égard de cet homme, comme j'étais juste, comme j'étais bien dans ma peau, comme j'étais exact par rapport à moi, il a pu me dire non. Alors que pendant des semaines et des semaines avant, il était tellement gêné de me faire de la peine qu'il n'osait pas me parler. Donc c'est typique pour moi du pourquoi l'hypnose réussit, c'est parce que quand quelqu'un est vrai, l'autre peut être vrai éventuellement, ou est obligé d'être vrai, d'être juste dans sa peau et n'a pas peur de faire mal. Et voilà, et j'ai reçu une lettre de cette jeune femme qui m'a écrit presque un poème, pour dire qu'est-ce qui s'était passé. Et elle m'a fini en disant « La vieillesse en moi est close ». Parce qu'elle me dit au début, finalement, je me suis aperçu que j'étais une petite vieille, je ne me mouvais pas. Donc le but de l'hypnose, pour moi, c'est de remettre une personne en mouvement dans sa propre existence. Et alors, comment on le fait? Eh bien, en le faisant. Si vous avez un gamin qui ne veut pas nager, ou plutôt qui veut apprendre à nager, et qui reste au bord de la piscine, il n'apprendra jamais à nager. Va dans l'eau. Et puis tu vas pouvoir, à ce moment-là, t'apercevoir de ce qui te manque, de ce qui ne va pas. Je veux jouer au tennis. Ben, prenez une raquette, prenez une balle, puis vous allez voir tout ce qui ne va pas. Ce qui est très efficace, justement, dans la relation hypnotique, c'est que quand on met quelqu'un, quand on lui propose de se mettre dans la bonne position par rapport à lui-même ou à elle-même, et par rapport à son existence, à ce moment-là apparaissent tous les dysfonctionnements. Quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, bon, ça a duré plusieurs séances, et puis qui me dit, je me sens passive à l'égard de mon entourage, et au fond je subis mon entourage. Et brusquement il m'est venu une idée, je lui ai dit, mais cette passivité, vous ne l'habitez même pas. Alors s'il vous plaît, habitez maintenant cette passivité. Comme vous appartenant. À ce moment-là, elle m'a dit, j'ai peur. Car c'est ça que l'on rencontre la plupart du temps dans la relation hypnotique, mettre quelqu'un, c'est-à-dire demander à quelqu'un de s'approprier son existence. C'est ça au fond. C'est ça pour moi l'hypnose. Je demande à quelqu'un de s'approprier son existence. Quand on essaye de s'approprier son existence, on s'aperçoit que tout est bancal. Ou bien on s'aperçoit qu'on n'a pas envie du tout de ça, qu'on tient finalement à tous les dysfonctionnements. Mais c'est toujours juste ce que vous dites de toute manière. Dans le livre, on le ressent, c'est juste. C'est pour moi un mot capital, ça. Juste comme un violoniste qui joue juste, ou une chanteuse qui chante juste. Quand quelqu'un est angoissé, la plupart des hypnothérapeutes, j'en ai encore rencontré récemment, ils disent « Oh là là, il faut arrêter la séance. C'est trop dangereux. » Les psychanalystes disent « Allez-y pour cette angoisse, elle n'est pas encore assez profonde, etc. Continuez, continuez, jusqu'à la dépression. » Ah ben, c'est pas de la blague. Les lacaniens, c'est ça aussi. Il faut aboutir à la désubjectivation. L'autre jour, un lacanien m'a fait l'éloge d'un livre qui est un livre de recueil de bons mots de Lacan, et le titre, paraît-il, c'est « Allô, Lacan? Non, certainement pas. » Je dis voilà, ça c'est le dialogue pervers, dans toute sa splendeur. Allô Lacan? Oui, je suis là. C'est ça que répond un thérapeute. Et ça c'est complètement différent. N'est-ce pas justement ce qu'il répond? Oui, je suis là. Il m'a cité un certain nombre d'exemples, c'est toujours pour déstabiliser l'autre. On peut de fait déstabiliser, bien sûr, ça peut faire partie d'un moment thérapeutique, mais pas systématiquement, c'est complètement crétin. Enfin. Mais revenons à l'angoisse. L'angoisse, quand quelqu'un est dans l'angoisse, je lui demande d'approcher cette angoisse. Bon. Quelqu'un me dit « non, je ne peux pas ». À ce moment-là, on revient à un exercice pour que la personne se sente plus à l'aise là, plus à l'aise dans ce fauteuil, plus à l'aise dans la relation que je lui propose, plus à l'aise là. Et puis je recommence après. Je dis « est-ce que vous pouvez revenir à cette angoisse ?» Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? Si vous avez fait un peu d'étymologie, c'est angustia, on est à l'étroit. Alors on essaye d'ouvrir, mais même physiquement, dire à quelqu'un, allons, déployez-vous, et puis réaborder ce défilé de l'angoisse.
Et au bout d'un certain temps, la personne peut habiter son angoisse et déboucher sur autre chose. Je dis souvent, moi, l'angoisse, c'est comme une nappe de brouillard à travers laquelle on passe sur la route. On ne va pas foncer tête baissée quand on ralentit, on y va tout doucement, et puis on attend que la nappe de brouillard soit traversée. Alors c'est vrai que vous proposez de se jeter à l'eau, mais on dirait dans ce que vous dites que vous tenez quand même la main. Je suis là. Voilà, exactement. Tout à fait. Vraiment, moi, j'ai vraiment senti un étayage. Tout à fait. Et moi, ça m'a fait penser à Winnicott avec Margaret Mead, par exemple, dans ce qu'il décrit avec elle. Voilà. Que je trouve que nous, on nous a beaucoup enseigné, en fait. On m'a envoyé une série d'articles écrits par Daniel Stern et quelques autres au sujet du transfert. Ce sont des psychanalystes qui veulent continuer à être reconnus par l'institution. Alors ils s'avancent tout doucement pour dire peut-être pas le transfert, mais la relation réelle. Ah tiens. Bon. Oui, bien sûr, si on enseigne ça, tout à fait d'accord. C'est fondamental. Ce qui fait que la psychanalyse permet de trouver sa place aussi. Par rapport à ce que vous venez de dire à l'instant. Une autre forme de psychanalyse, ou avec d'autres référents. Mais vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. La notion de transfert qui est mise en avant par les psychanalystes, c'est cela qui est mis en question par les psychanalystes parce qu'ils s'aperçoivent que ce n'est pas efficace. La notion de transfert, j'ai fait un exposé d'un groupe de psychanalystes qui voulaient savoir un petit peu ce que je faisais. Ils ont été d'ailleurs remarquables parce qu'ils ont posé des questions, ils n'ont pas fait de polémique. Mais à un moment, il y a une personne qui a dit « mais alors le transfert ?» J'ai dit « le transfert n'a pas de sens en hypnothérapie ». Et il y avait mon amie Laura qui était là, qui est psychanalyste, m'a dit « oh bon, François, d'accord, enfin bon, d'accord ». Ce concept-là, qui est fondamental pour la relation psychanalytique, c'est ça qui est important, ce concept-là est un concept dangereux et gravement inefficace s'il n'est pas mis de côté d'une certaine façon. Freud a essayé, a découvert le transfert, et il dit bien, très explicitement, j'ai écrit de nombreuses pages là-dessus, pour dire que la névrose se transformait en névrose de transfert, c'est-à-dire que l'on répète avec l'analyste la forme de relation que l'on a avec tout un chacun, et puis ça n'aboutit pas. Donc le transfert, il faut le mettre de côté, comme tous les autres concepts freudiens d'ailleurs. Est-ce que le transfert permet d'aborder ou ce dans quoi il nous emprisonne finalement, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous le rayez d'un trait de plume ou est-ce que c'est quand même une réalité que vous... C'est une réalité qui peut me renseigner un tout petit peu sur la façon dont la personne vit, et à partir de là, je demande à la personne, est-ce que vous avez envie de changer de position, de changer de manière de vous situer par rapport aux autres ou pas? Parce qu'on ne va pas recommencer ici la comédie que vous jouez ailleurs. C'est pas la peine. Je vous dis, une femme qui est venue me voir il y a 2 ou 3 ans, et elle commence à me parler, puis au bout de très peu de temps, agressive, je me mettais mes genoux comme ça, elle me dit ça prouve que vous ne m'écoutez pas, etc. À la 2e séance, je lui dis, madame, on va déposer les armes. Hein. Vous voulez changer ou vous ne voulez pas changer? Moi, je ne suis rien du tout. Voilà. Mais si vous commencez par jouer l'agressivité que vous jouez à l'extérieur, on n'en sortira pas. Alors, vous, maintenant, il s'agit de vous, moi je suis là, bien sûr, mais on ne va pas recommencer ce genre de relation. Mais cette relation qui est une façon de dire non à quelque chose, enfin de poser donc une sorte de loi un peu, enfin en quoi justement vous l'articulez avec le retrait du langage et le fait de se sentir dans son corps, en quoi... C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si vous voulez, ce que je demande à la personne, c'est de reprendre l'initiative, de considérer que moi, je suis là simplement pour lui proposer un autre type de relation, mais que c'est elle ou lui qui va être l'initiateur de ça. En un sens, en disant non, j'impose un autre type de relation. Et je ne crains pas de dire que je fais pression sur la personne pour qu'elle prenne une autre position. Oui. Ce petit jeu que vous avez joué depuis votre enfance, maintenant c'est fini. On siffle la fin de la récréation. Comme alors on se permet de faire ça pour les bébés, on ne se permet pas de le faire pour les grandes personnes. Non.
C'est vrai, on le fait, hein. Oui, oui, pour oui. les enfants maltraités qui reproduisent avec leur nourrice. Oui. On parle avec les nourrices pour dire justement, alors là, bon, c'est pas la peine de faire comme la mère. Changeons l'interaction. Voilà, changeons l'interaction. On le propose sans problème pour les bébés et c'est vrai que pour les adultes, on a moins l'habitude. Voilà, tout à fait. Alors, comment changer l'interaction? Ça ne suffit pas de dire changeons l'interaction. Il faut que la personne réhabite toutes ses possibilités, réhabite son corps, réhabite ses gestes. Ça m'arrive de plus en plus maintenant de travailler même simplement avec des gestes. Quelqu'un me dit l'autre jour, je suis à gauche, je suis dans l'irréel, à droite, je suis dans l'incapacité. Je lui dis, vous voulez rester comme ça un petit peu? Et puis vous allez attendre maintenant que vos deux mains se rejoignent, sans rien faire, sans aucune intention. Simplement, moi je vous dis, laissez venir ça. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, les deux mains se sont réunies très très lentement. Et voilà. Il me dit, je me sens un peu réconcilié. Je dirais toute mon histoire et un peu mon expérience consiste précisément à sortir de ces catégories, complètement. Autrement dit, quand quelqu'un vient me voir, même quand c'est dans un malheur, une souffrance très grande, ça n'intéresse pas du tout la personne que je partage ses émotions, ses malheurs, ou que je sois ému. Je n'ai pas du tout à être ému par le malheur des gens. Pas du tout. Si vous voyez travailler un chaman en transe, il se fiche éperdument de la souffrance des gens. Hein. C'est pas... on la constate, on n'a pas du tout à la mépriser, on la respecte, mais ça n'intéresse pas la relation. Tout ce que j'ai à faire, moi, c'est d'être, je le dis et je le répète dans ce livre, c'est d'être attentif, d'avoir une attention complètement absorbée par la personne, c'est-à-dire de n'être plus du tout dans mes soucis, dans mes préjugés, dans mes manières de faire, mais d'être totalement accueillant et ouvert à la personne qui est là. Le problème est de savoir comment donc, vous arrivez à être libre de préjugés, ouvert, complètement ouvert, ce qui pose le problème de la formation, de l'auto-formation, de la transmission de votre pratique et de votre discours, etc. Il y a un truc élémentaire, si vous voulez, pour les thérapeutes, c'est est-ce que vous vous intéressez à la personne qui est là? Est-ce que vous êtes capable de mettre votre vie et vos soucis entre parenthèses, dans toute la mesure du possible, quand vous écoutez quelqu'un? Alors, par exemple, je fais maintenant des exercices pour des hypnothérapeutes. Je leur dis, mettez-vous en présence, pour moi c'est comme la quintessence de la formation. Mettez-vous maintenant en présence d'un patient, par exemple, qui vous fait difficulté. Alors, ça veut dire, mettez-vous en hypnose d'une certaine façon, mettez-vous en transe, pour reprendre une expression chamanique. Bon, il est évident que si on n'est pas en transe soi-même, on ne peut pas travailler. Ah, ça veut dire quoi être en transe? Ça veut dire être totalement présent à la relation. Alors, je dis à quelqu'un, mettez-vous en présence d'un patient qui vous fait difficulté. Il faut un certain temps pour arriver à ça, et la première question qui se pose, oui, mais il n'est pas là ou elle n'est pas là. Si. En imagination, elle est là. L'imagination, c'est la même chose que la réalité. Et alors, il se passe des choses tout à fait extraordinaires. Il ne s'agit plus, à ce moment-là, d'une découverte du contre-transfert, mais dans cette situation, par rapport à cette personne, par exemple, un monsieur, l'autre jour, m'a dit « je suis complètement bloqué ». Qu'est-ce qui vous bloque? Eh bien, ce qui me bloque, c'est que cette personne est venue me voir pour faire le deuil d'un frère, oui, et elle ne veut pas, elle refuse. Alors je lui dis, qu'est-ce que vous faites, vous? Je dis, je ne sais plus quoi faire, je suis bloqué. Je dis, la première chose à faire, c'est de dire que cette personne a raison, puisqu'elle est là. Donnez-lui raison. Et dites-lui qu'elle a raison, qu'elle a bien raison de refuser. C'est-à-dire, non pas je me mets à la place de l'autre, mais je demande à l'autre de prendre sa place. Vous êtes dans le refus, mais pas un refus crispé, que ça soit un refus total. Le thérapeute va à ce moment-là demander à la personne, c'est comme une séance simulée, si vous voulez. Et bien je lui dis donc, demandez à cette personne de prendre position. Il me dit, d'accord, c'est fait. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que vous pouvez avoir un sourire entendu?
Une très belle expression, enfin, c'est un sourire entendu. Il me dit, ça y est, hein, il y a tout un travail intérieur à ce moment-là qui s'opère, ça y est, mais je vais faire tout autre chose. Je lui dis, qu'est-ce que vous proposez? Ben, je vais jouer avec elle. Et il m'a expliqué comment il allait jouer avec elle. Puis la séance a duré un certain temps, c'était en public, ça. Vous voyez, et enfin, un petit public. Donc, pour moi, la formation et la supervision, ce qu'on appelle, c'est pas de raconter les faits et gestes de la personne et de savoir ses propres réactions, mais effectivement de faire une séance effective. Ceci dit, la transmission, c'est quelque chose d'extraordinairement difficile. À mon avis, ça ne peut être qu'individuel. Et moi, mon principe, quand on me dit « mais tu as des choses à transmettre », je dis « non, 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 je n'ai rien à transmettre et je m'en fous de transmettre complètement ». Si un thérapeute veut transmettre quelque chose, on retombe dans le dogmatisme et tout ça, donc c'est foutu, quoi. Mais vous faites des formations? Quand on me demande. Et est-ce qu'il y a moyen de savoir si c'est des gens qui sont faits pour ça ou pas? Qui vont y arriver, quoi? Oui, oui, oui. Il y a moyen de savoir? Moyen de savoir. Par exemple, dans ce genre de séance, je me souviens que donc sous hypnose, il s'est laissé aller, et puis il a dit du patient, il va me tuer. On a fait la séance, j'ai essayé de l'aider à supporter ça, mais les fois suivantes, il n'est pas revenu. Alors là, je peux vous dire que la formation, je pourrais en dire long aussi. Le nombre de psychanalystes qui sont venus me voir aussi depuis 10 ou 15 ans, qui commencent quelque chose, hein, une transformation personnelle, et puis qui s'aperçoivent qu'il faudrait reposer tellement de questions. Ils sont des gens, en particulier des bonnes sociétés, qui savent que, d'abord je leur dis tout de suite, je dis c'est dangereux de venir me voir. Hein. Si vous voulez faire carrière, c'est pas chez moi qu'il faut s'adresser. Et puis, de fait, ils sont très, très vite découragés. Pour moi, le métier de thérapeute, ça commence par une liberté tous azimuts. Parce que vous dites, reste comme ça ou fais ça. Est-ce que là-dedans, il n'y a pas finalement une prise de décision pour l'autre? Alors, c'est une question tout à fait simpliste et qui demande ensuite une réaction, et c'est dans la réaction que l'autre trouve sa liberté, mais comment vous réagissez par rapport à ça? Je dirais que mes deux principes, c'est le client a toujours raison, hein, pas que moi qui le dis. Deuxièmement, je me trompe tout le temps. Oui. Avec ça, vous êtes tranquille. C'est-à-dire, je demande à quelqu'un de faire ça, il dit non, je ne veux pas. Ouais, très bien, on va trouver autre chose. La liberté, elle est là. Bien sûr. La liberté, mais il n'y a pas de liberté, elle est, est-ce que vous voulez entrer en relation ou pas entrer en relation? C'est ça la question. Moi, je pense que c'est ça qui guérit les gens. C'est un autre type de relation qui est inventé. Mais si quelqu'un, et ça m'arrive très souvent, ou bien je demande, je m'amuse en ce moment à produire des lévitations, parce que je crois que les gestes sont très importants. Donc, ce qui est très amusant, c'est que si je demande à quelqu'un de soulever la main, je retrouve la personne comme ça. Voilà. Ou bien je demande à soulever la main, la personne met la tête sur... Ben voilà. Chacun, justement, réagit comme il veut. Et c'est à moi à entrer dans cette réaction. C'est ça qui est fondamental. La base de tout, je ne m'appuie plus sur une théorie, je ne m'appuie plus sur des... je sais pas quoi, sur des institutions, sur des vocabulaires, sur tout ça, je m'appuie plus sur ça, mais je m'appuie tout le temps sur la réaction. Et je suis tout le temps prêt, moi, pas toujours bien sûr, sinon ça serait formidable, mais je cherche à être prêt tout le temps à réagir avec la personne telle qu'elle veut, telle qu'elle peut, etc. Voilà. Pour moi, le geste est fondamental, parce que c'est simplement une expression corporelle, c'est évident, quoi. Et quand je demande à quelqu'un de bien s'installer, c'est un geste. Mais au-delà de la nature purement physique et physiologique du geste, c'est quand même quelque chose qui est un peu symbolique. Lorsque vous dites, la théorie ne sert plus, elle est évacuée lors du moment de la... Je la mets en question en permanence. Mais vous en avez une donc? Toujours, parce que je cherche toujours à comprendre. Je fais pas... Voilà. Je vous ai dit que si je n'avais pas essayé de situer l'hypnose dans un cadre anthropologique, disons, j'aurais pas pu, moi, pratiquer. J'avais besoin de ça. Mais c'était en fonction de ma pratique. C'est tout le temps. J'ai proposé l'autre jour à quelqu'un l'expression de théorie autodégradable. Voilà. Ça me va, ça. Moi, j'ai fait une psychanalyse parce que j'étais très mal.
Et j'ai fait une psychanalyse qui a duré 2 ans, qui a bouleversé mon existence. Donc, je suis un produit d'une analyse réussie, à mon avis. Mais qu'est-ce qui s'est passé au cours de mon analyse, quand j'y réfléchis maintenant? Pas du tout une élaboration, pas du tout une reconstruction, pas du tout une compréhension. Je me suis sorti les tripes, en agressant d'ailleurs le psychanalyste qui était blême de peur, parce que ma violence était là, mais elle n'était jamais sortie. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, je l'ai pris pour une tête de Turc. Et puis j'y étais carrément. Et après, je me souviens, après 1 an, mon affaire était réglée. J'ai été voir un ami qui était psychanalyste, et je lui ai dit, bah, c'est fini pour moi. Il m'a dit, continue encore 1 an. J'ai dit, ok, je continue encore 1 an. Puis au bout d'1 an, j'ai dit au psychanalyste, j'ai plus rien à faire ici. Et je me souviens de l'avoir poussé contre son radiateur, et il voulait pas me dire oui ou non. Je lui ai dit, vous allez me répondre maintenant. Est-ce que si je faisais une énorme bêtise en interrompant mon analyse maintenant, vous entendez bien, si je faisais une énorme bêtise, vous me le diriez? Il m'a dit oui, je vous le dirai. Je dis ciao. Voilà, je suis parti. Pour moi, d'abord, et après je dirais une seconde chose. La première chose, c'est que pour faire une psychanalyse, une psychanalyse classique, il faut être capable, n'ayant jamais mis les pieds sur des skis, de se mettre en haut d'une piste noire et de descendre quand même. Si vous me trouvez des gens comme ça, vous pouvez les envoyer chez la psychanalyste. De 2 choses l'une, ou bien le psychanalyste entend quelque chose, et alors ils feront vraiment une psychanalyse, et je vais vous dire en quoi en plus ça consiste, ou bien ce qui arrive, au bout de 2-3 fois qu'ils ont affaire à un type qui ne parlait pas et qui n'était pas là, au revoir. Voilà des gens qui sont capables de faire une psychanalyse. Et alors, comment ça réussit une psychanalyse? Eh bien, je vous renvoie à la fin du texte de Freud sur se souvenir, répéter ce souvenir perlaboré. Ce texte, qui est un texte classique chez les psychanalystes, il y a 6 mois, une psychanalyste m'en parlait, je lui dis, mais tu sais comment ça se termine? Oui, il faut élaborer, perlaborer, il faut reconstruire son histoire, etc. Je lui dis, non, pas comme ça que ça se termine. Elle m'a dit, mais si, je l'ai lu il y a 4 jours, cet article. Ben, je vais te dire comment ça se termine et tu pourras y aller voir. C'est même répertorié par le vocabulaire de psychanalyse. Ça se termine en disant, la perlaboration, c'est la même chose que l'abréaction dans le traitement hypnotique. Mais bon Dieu, les psychanalystes, ils peuvent lire. Ils lisent pas. Donc moi j'avais fait une psychanalyse qui m'avait vraiment libéré. Et je me sentais justement sans Dieu ni maître. La vie avec tous les risques que ça pouvait comporter. Je me retrouve, et j'y étais déjà, dans l'école freudienne, et je vois tous ces gens qui faisaient des courbettes à Lacan, qui ne lui posaient pas de questions, etc. Moi je lui posais des questions, je dis bah, vous répondez, il ne répondait pas. Je reposais la question, il ne répondait pas non plus. Je dis bon ben ça va, j'ai compris, il ne répond pas aux questions, je ne vais pas me soumettre à lui. Donc j'ai trouvé des gens qui étaient totalement soumis à Lacan, qui répétaient du Lacan, même des meilleurs d'ailleurs, des gens tout à fait remarquables. Et je me suis dit, mais est-ce que ça s'est passé comme ça entre Freud et ses disciples? J'ai étudié toutes les correspondances, et c'est là que j'ai écrit Un destin si funeste. Je peux raconter une petite anecdote. J'ai commencé par la correspondance Freud-Abraham, et Lacan me bassinait pour que je donne un texte pour sa revue Silicette. Je lui ai montré ce texte-là. Et Lacan, qui n'était pas un imbécile, m'a dit j'ai lu votre texte, c'est très bien fait, etc. Évidemment, ça ne déborde pas de respect. Il avait tout compris. Et il m'a fichu une paire royale, d'ailleurs. Toujours. Donc, j'ai constaté que c'était catastrophique, le destin de tous les disciples de Lacan, y compris Grodek, que j'avais laissé pour la fin, je me souviens, en me disant au moins il y en a un qui en est sorti. Je fais venir tous les livres, la correspondance de Grodek, etc., tout ça, je me tape tout ça en allemand, puis je m'aperçois que c'était la même chose, complètement coincé dans son fait d'être disciple. C'était pour moi terrible, parce que j'avais vécu, moi, comme une expérience libératrice. Alors à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est peut-être la psychanalyse elle-même qui est en Je me suis mis à lire tous les textes de Freud, en particulier sur le transfert. Je me suis aperçu que Freud n'en était jamais sorti de cette question. Il n'avait jamais pu dire comment on sortait de la névrose de transfert.
C'était énorme ce truc-là. Et à ce moment-là, j'ai vu dans les textes de Freud l'importance de l'hypnose. Mais à cette époque-là, je le regrettais, puisque dans le milieu analytique, l'hypnose c'est toujours catastrophique. Je dis, ben, je suis obligé de constater que l'hypnose y est, c'est dommage. Mais je me suis dit, allez, on va s'initier à l'hypnose pour voir vraiment ce que c'est. Je me suis aperçu que c'était complètement autre chose. Autrement dit, c'est la présence de l'hypnose dans l'analyse, et spécialement dans Freud, qui m'a conduit à étudier l'hypnose. Mais il a fallu 15 ans. Hein. Ça se fait pas en 5 minutes, ça. Mais on sait donc un peu plus ce qui s'y passe, mais est-ce qu'il y a un cadre? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a des séances répétitives, une durée approximative à respecter, ou est-ce que c'est totalement individualisé, quoi? Totalement individualisé. Ça peut être une séance pour une personne, 3 pour l'autre, sur 6 mois. C'est ça, ça peut être comme ça, d'accord. Et plusieurs fois par semaine ou une fois par semaine? Oh, jamais. Je ne vois plus qu'une fois par semaine maximum. 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 Quelquefois, c'est une fois tous les 15 jours. Et ça suffit? Mais oui, ça peut se continuer. Parce que ce que je propose aux personnes, c'est de faire des exercices. Pour moi, c'est la notion fondamentale de ce travail d'hypnose. C'est la notion d'exercice. Et vous utilisez encore le langage? Un peu? Oui, tout à fait. Oui. Mais avec quelquefois de longs silences. De longs silences qui ne gênent pas les personnes parce que c'est un silence qui n'est pas angoissant, qui est rempli, et ça vient comme ça, on se tait parce qu'il n'y a rien à dire pour l'instant. Donc c'est un équilibre entre langage et langage. C'est ça. Et langage corporel. C'est ça. Oui, mais par exemple, ça m'arrive de demander à quelqu'un, par exemple quelqu'un qui me dit, mettons cette femme qui disait, je refuse le deuil de faire le deuil de mon frère. Eh bien, je dis, mettez cela dans vos épaules comme si c'était un onguent, comme si c'était une crème, que vous massez vos épaules avec ça. Pas besoin de bouger. Puis après, vous le mettez dans vos bras. Utilisez les mots, j'ai encore rien écrit du tout là-dessus, mais je voudrais écrire. Quand je dis ça à des thérapeutes, ils me disent, mais t'es complètement cinglé, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh bien oui. Les mots sont sortis du corps, il faudrait qu'ils reviennent au corps. C'est ça le grand principe. Et ça, c'est très efficace. Très, très efficace. Ou quelqu'un qui, ben, je voudrais faire ça. Non, vous le faites. Je voudrais, je ne sais pas quoi, changer ma relation à mon bébé. Ben, vous la changez. Comment je la changez? Ben, vous la changez en mettant, je considère maintenant que je ne vais plus taper sur mon bébé. Voilà. Je le mets là, dans mes épaules. Et puis dans mon ventre, et puis dans mes jambes, et puis dans mes pieds, et je recommence, etc. Un changement extraordinaire qui s'opère. Vous pensez qu'avec des personnes qui pourraient éventuellement maltraiter les enfants, avec une violence extrême, vraiment... Tout à fait. Tout à fait. Vous pensez que ce que vous dites là... Je l'ai fait déjà. Vous l'avez fait. Tout à fait, oui. Ça paraît extraordinaire. Hein. Mais la première chose, si vous voulez, à faire, c'est d'abord de déculpabiliser la personne. En disant, vous êtes violente, c'est votre manière d'aimer votre enfant. Comment? C'est votre manière d'aimer votre enfant. Disons, c'est votre manière d'être en relation avec votre enfant, si vous ne supportez pas le mot aimer. Voilà. Une thérapeute l'autre jour dans un groupe qui me dit, je vois un monsieur qui, depuis 2 ans, il est en psychanalyse, il est hanté par le fantasme qu'il a eu pendant que sa femme était enceinte, il voulait lui transpercer le ventre. Alors elle me dit, qu'est-ce que je fais? Mais je lui dis, il y a une première chose. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Comment? Elle me dit, c'est normal. Je dis, oui, c'est le b.a.-ba. Quand un homme voit sa femme enceinte, qu'il le sache ou non, il n'y a que les imbéciles qui croient qu'ils aiment leur femme au point d'aimer qu'elle ait un gosse. Mais non, c'est pas vrai ça. Hein? Alors, la première chose à faire, c'est de dire à ce monsieur, vous êtes normal. Mais même, il faut aller plus loin. Il faut dire à ce monsieur, si vous n'aviez pas un fantasme comme celui-là, vous seriez anormal. Parce qu'on sait que toute votre vie va changer. Alors, commencez par dire à ce monsieur, vous êtes normal, et si vous n'aviez pas ce fantasme, vous ne seriez pas normal. Je dis maintenant, est-ce que vous supportez ça? Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne réintègre son existence. Tandis qu'il va sur le divan du psychanalyste 3 fois par semaine
pour dire mon fantasme, que d'où est-ce qu'il sort, d'où est-ce qu'il vient, comment ça se fait, etc. Il est foutu, ce type. Il est foutu. Mais ce qui m'arrive, pas souvent, mais de temps en temps, c'est que des gens, après 2 ou 3 séances, ben je dis, moi je peux rien, vous sentez bien que rien ne se passe, bon, je ne peux pas. Mais 6 mois après, ça m'arrive, 6 mois après, quelquefois 1 an après, maintenant j'en ai marre, j'en ai vraiment marre, je veux que ça change. Alors s'instaure quelque chose. Oui. Et ça m'est arrivé, moi j'ai découvert ça comme psychanalyste. Je pense à un monsieur qui était venu me voir, après 6 mois de psychanalyse, rien ne bougeait, tout était ça. J'ai dit, monsieur, il faut que vous trouviez quelqu'un d'autre, mais moi je ne peux rien. Je veux pas continuer cette chose-là. Bien qu'on vous dise continuez, 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 non, moi je ne veux pas. Si c'est bloqué pendant 6 mois, ça le sera toujours. Ce monsieur était furieux, il est revenu la semaine suivante, c'est une honte ce que vous avez fait, etc. Je dis, mais c'est comme ça, moi Et il a commencé vraiment à faire quelque chose. Mais ce n'était pas un truc pour moi. Si ça avait été un truc de psychanalyse, ça n'avait aucun effet. Mais je lui ai dit non, moi je suis pas capable, je ne dis pas du tout que vous ne pouvez pas changer, je lui ai dit avec moi ça ne marche pas. Et après je me suis dit, mais bon sang de bois, c'est capital ça. Et quand on sent cette chose-là, il ne faut pas hésiter. Vous faites plusieurs références à la Chine. Ça nous intéresserait de savoir comment vous avez pu en arriver là par rapport à votre pratique, ce qui vous a intéressé et ce qui continue à vous intéresser, parce que vous disiez que justement vous aviez mis un pied dedans, que vous aviez commencé à vous y intéresser, mais que c'était très vaste. Donc quelle sélection vous avez pu faire jusqu'à maintenant? Quand j'ai écrit Influence, quelques mois après, j'ai reçu la lettre d'un monsieur qui me disait qu'il avait été très intéressé et que si seulement il avait lu ce livre avant d'écrire le sien. Et si je voulais, il pouvait me l'envoyer. Par retour du courrier, je lui ai dit d'accord, envoyez. Et j'ai reçu un magnifique album de chez Skira, signé par Jean-François Billeterre, sur la calligraphie chinoise. Je suis tombé des nues, je me dis quel rapport ce que j'essaye de dire sur l'hypnose peut avoir avec la calligraphie chinoise. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser un peu à la Chine. Et j'ai parlé, j'ai dialogué souvent avec Jean-François Billeterre. Alors, on pourra en parler très très longuement, mais en 2 mots, si vous voulez, qu'est-ce que j'essaye de faire comme hypnothérapeute, si ce n'est réconcilier la personne avec son propre corps, son environnement, comme j'ai dit tout à l'heure, par des actes. Or, ce qui est premier dans toute la tradition chinoise, c'est précisément le fait qu'on pose des actes. Ce n'est pas la pensée qui est première, c'est l'action. Goethe avait déjà dit ça. Non pas au commencement est le verbe, mais au commencement est l'action. Am Anfang war der Tat. Donc je pense que c'est fondamental. Et toute la tradition chinoise, parce que j'ai lu une histoire de la pensée chinoise par Han Chang, c'est ça qui est présent, c'est-à-dire c'est toujours tous les contraires jouent ensemble. Et l'essentiel, c'est d'entrer dans le mouvement. Passer de l'immobilité au mouvement, c'est pour moi tout le but de la thérapie. Un mouvement qui intègre de plus en plus les éléments de la vie de quelqu'un. Donc alors là aussi, si vous voulez, est-ce que c'est de la poésie, est-ce que c'est de la science? La plupart du temps, les philosophes occidentaux, à commencer par Hegel, refusent catégoriquement de donner le titre de philosophie à la pensée chinoise. Mais je crois que c'est vrai, c'est pas la philosophie occidentale, mais c'est une véritable pensée cohérente qui cherche justement à faire l'unité de tous les éléments et de l'univers et de l'homme, et qui cherchait à entrer en correspondance, en mouvement avec tous les éléments. C'est ça un petit peu le but. Alors, il y a aussi des choses qui sont très importantes, par exemple, l'importance du vide dans la pensée chinoise, dans la peinture chinoise, dans la poésie chinoise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut entrer en contact avec la totalité des éléments d'une existence, si ce n'est en faisant le vide. Alors ce mot de vide peut sembler très, très vague, mais il a des tas de teneurs. Je cite certainement quelque part la formule de Lao Tzu,
ne rien faire et il n'est rien qui ne se fasse. C'est-à-dire, si quelqu'un se situe en son centre, dans une attente totale, en ne faisant rien, il est prêt à rassembler tout. Et pour moi, c'est ça l'expérience de l'hypnose, c'est essentiellement faire le vide par rapport à la perception ordinaire, afin que tous les éléments perceptifs dont nous disposons puissent entrer en jeu et se réorganiser. En ce sens-là, je me sens tout à fait à l'aise dans la pensée chinoise. Est-ce que par exemple le modèle du maître, par exemple un art martial, qui justement est au-delà, ou en deçà du langage, etc., de la théorie dont on a parlé, vous correspond dans la façon de transmettre? Tout à fait, oui. Quelquefois, même quand je fais des démonstrations, on me dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc quand vous me dites expliquez-nous, même quand on me voit travailler, on dit mais je ne comprends pas, pourquoi cette transformation de la personne, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais justement, c'est que j'ai rien fait. J'ai rien fait que être attentif et être présent. Et alors de fait, quand on est attentif et présent, on peut dire un mot, deux mots, mais qui sont justes à l'endroit où la question fondamentale va être soulevée. Bon, ça peut être aussi l'expérience des psychanalystes, hein, c'est évident. C'est Lacan qui disait l'interprétation, c'est intervention et poésie. Il a tout à fait raison, c'est-à-dire on remet en marche quelque chose, mais pas un acte pervers pour essayer de soumettre quelqu'un. Non, on va relancer quelque chose. Et ça n'a d'effet à long terme et plus profond que si la personne entre dans ce genre, je dirais, d'exercice. Quelqu'un qui, ça arrive de temps en temps, des gens qui viennent, et puis il ne sait pas s'il y a quelque chose pour eux, et puis 6 mois après, ils disent mais non, il ne s'est rien passé. Mais je dis mais demande, mais est-ce que vous avez pratiqué ça? Ça veut dire pourquoi pratiquer? Est-ce que vous vous êtes remis dans votre corps? Est-ce que dans une difficulté, vous avez commencé par vous asseoir, etc. Enfin, ah non, ben, je dis c'est pas possible. Autrement dit, c'est tous les jours qu'il s'agit d'entrer dans... C'est un mode de vie. Voilà, ce que vous décrivez n'est moins une thérapie qu'une hygiène de vie. Donc quelque chose qui se fait en dehors du lieu de la thérapie. Oui, hygiène, ça... C'est comme le yoga ou comme des exercices. Un art de vivre. Oui. Un art de vivre, c'est ça. Mais alors, si vous voulez, la différence fondamentale entre... Je connais des gens j'ai reçu des gens qui pratiquent les arts martiaux, qui font du yoga, etc. Ça ne leur sert à rien. Pourquoi ? Parce que justement, ils n'ont pas transposé dans notre culture les principes des arts martiaux. Ça leur sert parce que bon, ils sont mieux dans leur corps, etc. Ou ça par exemple, les gens qui pratiquent le yoga, ah ça me fait du bien aujourd'hui, oui. Mais ils n'ont pas mis cet état de détente, de décontraction, de concentration en relation avec leurs problèmes. Et ça, c'est fondamental. Et à ce moment-là, il y a des tas de réactions, l'état de détente ou d'unité disparaît, et on peut recommencer ça. Mais ça me paraît essentiel de transposer pour notre culture ce que les Asiatiques nous apprennent. Ils font des choses spontanément. Alors là, il faudrait distinguer aussi des grandes traditions, comme la tradition chinoise et la tradition indienne. La tradition indienne est très proche, et cependant, elle néglige complètement la vie des gens. Elle est incompatible d'une certaine façon avec une vie de technologie où l'action efficace est nécessaire. Or, nous devons tenir compte de ça. Donc, il s'agit certainement de trouver une zone du ne rien faire, mais en fonction de l'efficacité. C'est une chose amusante. J'étais à Hong Kong il y a quelques années, j'ai rencontré là-bas un magnat, et en particulier un type qui a le plus grand journal de Hong Kong, qui a des affaires en Silicon Valley, enfin vraiment le gros truc, qui est un géant, un type qui a 35 ans, quoi, ou 40 ans. Et alors, il est revenu ici, en France, on a dîné un soir ensemble, puis comme un homme d'affaires, il avait été voir dans les librairies, tiens, Roustan, est-ce que ça existe, etc. Il avait fait sa petite enquête, puis il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi vous vous intéressez à l'hypnose? Alors, je lui explique un petit peu. Ah, il me dit, évidemment, la calligraphie chinoise. Vous vous rendez compte? 3 ou 4 phrases. Et il dit, moi, comme homme d'affaires, ma plus grosse difficulté,
Et il m'a cité Lao Tzu. Ma plus grosse difficulté, c'est de ne rien faire. Ne rien faire, c'est la condition de l'action. Alors, ça demanderait des interprétations, parce que ça, c'était aussi, Lao Tzu, c'est le contraire de Chuang Tzu. Chuang Tzu avait abandonné complètement la politique. Lao Tzu, au contraire, c'était un conseiller des hommes politiques. Donc c'est un principe impérial. L'empereur doit être en dehors de l'action, et c'est les ministres qui doivent se mouiller. Ne rien faire, et il n'est rien qui ne se fasse. Bon. Mais lui, il l'applique pour lui comme patron. Être justement dans leur bien faire, de telle sorte qu'il responsabilise les autres et que les affaires marchent. Donc c'est très intéressant de voir que quelqu'un qui est dans une autre culture perçoit immédiatement quand vous lui expliquez ce que vous faites. C'est pour ça que pour moi l'hypnose, si vous voulez, c'est un tout petit truc que supporte notre culture, mais ça nous vient d'ailleurs. C'est pas... Et alors on l'a réduit encore, analgésie, etc. Enfin bon, pas intéressant. Et la thérapie semble être là pour ne plus se poser de questions, ou du moins plus de questions inutiles, on va dire, telles que du moins vous le présentez dans l'introduction à la fin de la plainte. Est-ce que ça revient à annuler la réponse, la nécessité de la réponse, à la résoudre, ou bien tout simplement à y répondre en disant non? C'est vrai que ça ne sert à rien d'essayer d'expliquer à quelqu'un pourquoi ça ne va pas. Ce qui est important, c'est que cette personne change pour aller mieux, et ensuite on peut comprendre ce qui s'est passé. C'est un vieil adage qui se trouve aussi dans toute la tradition juive. Faire avant de comprendre. C'est aussi une évidence pour un scientifique. Il faut d'abord montrer comment ça marche pour ensuite plutôt d'abord entrer dans l'expérience pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Vous allez plus loin à la fin de la plainte, parce qu'à un moment vous dites savoir, connaissance, à quoi ça sert tout ça, surtout pas, surtout plus. Voilà. Alors que là vous avez l'air de dire que non, dans un premier temps c'est inutile, mais que dans un deuxième temps peut-être que ça vaut le coup quand même. C'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il est nécessaire chaque jour d'abandonner son savoir, d'abandonner ses certitudes, d'abandonner même son expérience antérieure pour pouvoir être tout neuf, c'est-à-dire tout fluide. C'est ça la difficulté. Donc, en ce sens-là, j'abandonne toujours tous les savoirs, y compris le mien. Même dans les arts martiaux, par exemple, les tireurs à l'arc font très attention à la position de leurs vêtements et rectifient tout le temps les positions. Un coach de golf ou de tennis est là tout le temps pour rectifier, donc il pense à l'expérience. Donc de fait, c'est absolument indispensable. Il y a un va-et-vient permanent, mais la pensée est toujours seconde. C'est ça qui est important. Il faut que je me replonge dans l'expérience pour que ma pensée devienne fluide et que ma pensée devienne pensée du corps. C'est ça. Vous avez tout à fait raison, c'est ça le vide. Faire le vide, c'est aussi, c'est évident partout. S'il n'y avait pas de vide dans un moteur, ça ne marcherait pas. Une psychiatre m'a envoyé quelqu'un l'autre jour, je lui ai dit, mais j'ai l'impression d'un moteur grippé. Quelqu'un qui est terrorisé et qui est là, pas crispé, mais bloqué. Il va falloir mettre de l'huile dans tout ça. C'est vrai, c'est du jeu. Il n'y a pas de jeu, donc ça ne peut pas marcher. Alors, on me dit que je suis proche de Winnicott, je crois que c'est vrai. Winnicott, c'était ça. Jouer dans la relation. Faire que la relation devienne un jeu. C'est ça qui est intéressant. Souple. Ce qui est assez nouveau finalement, le fait de refuser, ça crée justement, enfin, moi ça me renvoie encore à l'idée du vide, et accepter que le savoir s'arrête à certaines personnes et à certains gens. Mais c'est assez nouveau finalement. Enfin, j'ai l'impression en tout cas, ou la façon dont joue la psychanalyse, c'est que les gens se gaussent du fait de toujours pouvoir répondre. Mais bien sûr, c'est une énormité, ça, bien sûr. Et alors, ce que j'ai fait, moi, pendant les derniers temps où je faisais la psychanalyse, c'est que je proposais 2 ou 3 séances de relaxation, hypnose, je ne sais pas trop quoi, pour savoir si vraiment la personne avait envie de faire une psychanalyse. Eh bien, il m'est arrivé plusieurs fois, je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, un monsieur qui vient me voir, je lui dis, ben, moi je ne sais pas si vous avez vraiment envie de faire une psychanalyse. Ah si, je vais faire une psychanalyse, je suis amoureux d'une femme qui est plus âgée que moi, et puis je veux que ça s'arrange, etc. Je dis, bon, on va voir. Alors, je dis, mais mettez-vous là, et puis, soyez vrai. Au bout de 3 séances, il m'a dit, non, je ne veux pas faire la psychanalyse, je veux continuer mon truc. Je dis, voilà.
Est-ce que vraiment vous avez envie de bouleverser un certain nombre de vos relations? Ah ben ça je ne sais pas, d'accord. Ben, réfléchissez. Alors c'est vrai, de fait, il y a des gens qui disent non. Ça c'est très très important. Moi ce qui m'avait frappé justement quand vous m'avez envoyé ce livre, c'est que vous tiriez de notre culture des éléments qui pouvaient être des jalons qui permettaient de comprendre, ou pas de comprendre, mais d'être introduits justement à la culture chinoise. J'essayais de montrer que cette calligraphie que l'on idéalisait, que l'on considérait comme quelque chose de tout à fait lointain et inabordable, était parfaitement abordable. Et toute la question fondamentale pour moi, ça a été comment un occidental peut-il renoncer dans son action à l'intention de faire quelque chose? Et j'avais vu que les maîtres zen étaient des champions pour ça. Oui. Arriver à permettre au corps de faire un certain nombre de gestes sans pour autant avoir l'intention de les faire. Oui. Oui. La fameuse tension de l'arc. Et j'ai retrouvé ça dans la calligraphie chinoise. Oui, mais dans la calligraphie, il y a une façon d'abord la calligraphie, c'est d'abord simplement l'écriture au pinceau, qui était le fait de tout le monde en Chine autrefois. C'est ça. Oui. Puis la calligraphie naît au moment où l'écriture au pinceau est utilisée à des fins d'expression, par jeu. Et alors dans la calligraphie, les calligraphes de tout temps en Chine étaient des lettrés, évidemment, et des gens donc cultivés qui ont souvent réfléchi à leur propre pratique et décrit leur propre expérience. C'est ça qui rend d'ailleurs la calligraphie intéressante, c'est qu'on a une longue tradition d'écrits sur la calligraphie qui vient des calligraphes eux-mêmes. Alors que par exemple les écrits sur la peinture en Europe sont rarement des écrits de peintres, par exemple. Et ces lettrés calligraphes racontent qu'à certains moments, à force de pratiquer, leur action devient spontanée. Ils ont l'impression que l'action se fait toute seule. C'est ça, oui. Alors, ça n'est pas la calligraphie en général, mais ce sont ces moments-là de la calligraphie auxquels nous avons accès par leurs écrits qui m'ont intéressé. Et alors là, évidemment, le rapport avec le tir à l'arc est évident. J'y ai pensé dans votre dernier ouvrage. Vous analysez très bien l'obstacle que constitue la psychologie. C'est ça. Donc toute cette science ou pseudo-science que nous avons tous dans l'esprit et qui est un embarras terrible. Et je me suis dit, j'ai noté ça dans la marge, oui très bien, mais comment s'en débarrasser tant que nous n'aurons pas un autre paradigme à mettre à la place? Oui, mais moi je dirais volontiers que le paradigme qui m'intéresse, c'est de faire l'expérience d'une absence de paradigme. C'est-à-dire, ce qui me paraît essentiel, absolument essentiel, c'est de ne plus avoir de référent. Et oui, pour moi, c'est ça l'expérience fondamentale. Oui. Mais qui est l'expérience risquée, la plus risquée. Oui, mais je crois comprendre de quoi vous parlez, qu'il faut accepter, c'est-à-dire la personne, elle, doit pouvoir se transformer. Et on ne se transforme qu'en abandonnant quelque chose et en prenant le risque de passer par le vide avant que quelque chose d'autre ne s'établisse. Tout à fait. Dans mon esprit, c'est le fait que vos observations et nos observations communiquent est une preuve du caractère fondamental de ce que vous appelez l'hypnose. Oui. C'est ce qui apparaît tout à fait, pas seulement scandaleux, mais c'est une preuve que ce que je fais est nul, puisque ça relève de la pédagogie. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit nul. Si, c'est vraiment ravaler la psychologie ou la psychothérapie ou la psychanalyse à des choses qui sont... Moi, je dirais le contraire, c'est d'élever la pédagogie. D'accord. Mais je me souviens avoir écrit un petit article il y a longtemps sur les 3 métiers impossibles dont parlait Freud, c'est-à-dire... l'enseignant, le politicien, le psychanalyste. Voilà, c'est ça. Et on me dit, comment tu vas comparer la psychanalyse à ces choses-là? Enfin, ça ne va pas du tout. Hein. Mais ce que vous soulignez, c'est l'importance de l'attitude du pédagogue ou du thérapeute et qui se transmet par le langage du corps. C'est-à-dire, si je suis tout à fait détendu
et que je vois que mes paroles, mes essais d'induction de l'expérience ne font pas d'effet, je me réjouis toujours. Voilà. C'est comme ça, maintenant, ça va être comme ça. Peut-être il faudra recommencer, peut-être que ça ne sera pas possible, peut-être que rien n'est possible avec cette personne, peut-être que j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et toujours dans le mouvement de ce qui est maintenant. Ne pas s'attendre à la réussite. Oui, comme condition de la réussite. Comme condition de la réussite. Ça. Mais c'est ça qui est très difficile, c'est que si j'attends la réussite, et si je suis dans cette attitude d'ouverture pour que ça réussisse, ça ne marche pas. L'échec m'importe tout autant que la réussite. Que ça a la même valeur. Oui, mais j'ajouterai une chose que vous décrivez fort bien. C'est que l'absence d'intention, enfin ça c'est mon langage à moi, que par votre absence d'intention, peut-être pas dans tous les cas, mais dans certains, par le fait que vous n'ayez pas d'intention et que vous soyez donc entièrement disponible à tout ce qui peut arriver ou à l'éventualité qui n'arrive rien, vous permettez à l'autre d'atteindre ce même... C'est ça. Et que de ce fait, vous créez en lui la liberté de réorganiser quelque chose, ou plutôt vous créez la disponibilité en lui pour que des forces qui sont en lui se réorganisent et produisent quelque chose de nouveau. Donc il y a une... vous faites plus que suivre ce qui va... Oui, je précède aussi. Oui, vous précédez. Tout à fait. J'anticipe. Tout à fait. Oui, tout à fait. Et par votre présence rassurante, vous lui faites sentir qu'il n'a rien à craindre du vide. Voilà, c'est ça. Et qu'il peut lui aussi s'y installer et voir ce qui vient, et voir ce qui adviendra. Oui. Et je vois quand je travaille avec des thérapeutes, ils ont très peur du silence. Oui. Et je leur dis souvent, mais si votre silence est tranquille, si votre silence est sans intention, il est rempli de tas de choses qui sont bénéfiques et le patient entre là-dedans. Vous pouvez rester 10 minutes, un quart d'heure en silence. Parce qu'il n'y a pas que la parole. Mais voilà, s'il n'y avait pas le silence, qu'est-ce que deviendrait la parole? Pour vous montrer à quel point les choses se rejoignent, c'est ce que j'ai dans une étude sur le Zhuangzi, je mets dans la conclusion, nous avons découvert dans ces textes une certaine idée de l'égalité. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit ni de l'égalité grecque, celle des citoyens formant une communauté d'hommes libres, ni de l'égalité judéo-chrétienne, celle des êtres humains égaux devant un Dieu unique. Il s'agit d'une autre égalité qui résulte d'une loi présentée comme inhérente aux interactions entre subjectivités humaines, loi selon laquelle nous ne pouvons agir sur autrui, et donc vivre et collaborer avec lui, que si nous acceptons qu'il agisse également sur nous. Donc il y a une réciprocité. C'est ça. Et puis ensuite, nous avons découvert une seconde idée, inséparable de la première dans l'esprit de Zhuangzi, et beaucoup plus étonnante pour nous. C'est celle qu'on ne peut agir bénéfiquement sur quelqu'un que si l'on est dépourvu de l'intention d'agir sur lui, voire de toute intention quelle qu'elle soit. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la seule aide décisive qu'un être humain puisse apporter à un autre être humain, sur le plan affectif ou intellectuel, est de le libérer de l'assujettissement à son propre vouloir, de le rendre libre de vouloir ou de ne pas vouloir, de faire prévaloir en lui-même tantôt le régime de l'intentionnalité, tantôt celui de la non-intentionnalité. Or, seul le non-vouloir peut induire le non-vouloir. Donc je pense que nous sommes tout à fait d'accord. Tout à fait, oui, ça. Oui, absolument. C'est là qu'on voit qu'on peut arriver à de mêmes intuitions par l'hypnose et par l'étude du Zhuangzi. J'ajoute que jamais je n'aurais trouvé ceci dans le Zhuangzi si vous m'aviez introduit à l'hypnose, évidemment. Vous avez déjà fait ce genre d'expérience? Non, jamais. Très bien. Mais je crois que c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Les personnes qui vont éventuellement voir ça croient qu'ils vont comprendre quelque chose. Ils ne comprendront rien du tout. Vous saisirez un petit peu quelque chose. Moi, je ne sais pas très bien ce que je fais non plus.
c'est quelque chose de très très simple. Mais vous m'avez parlé un petit peu de votre travail. Je crois que c'est pas la peine de répéter, mais pour moi, le travail par l'hypnose part toujours d'une situation qui fait difficulté. Et puis à partir de là, on essaye de créer un état de détente ou de concentration ou d'harmonie qui permet de revenir à la difficulté. C'est un peu un type comme ça. Oui. Donc d'une part, je vais essayer de vous aider à trouver ce fond d'harmonie ou d'assurance ou de tranquillité en vous, et puis en même temps, vous pourrez revenir à la difficulté, par exemple la difficulté dont vous parliez dans votre travail. Oui. Cette difficulté d'être à la fois assuré et pourtant de donner l'impression de faire un travail de charlatan. Oui. Bon, on pourra revenir à ça. La chose la plus élémentaire, finalement, que nous ayons à faire, c'est de nous asseoir. Tout à l'heure, je vous ai dit, est-ce que vous êtes bien dans ce fauteuil? Donc, vous ne vous occupez pas du tout de ce qui se passe ici, mais vous cherchez à bien poser vos épaules contre le dos du fauteuil. Voilà. Et vous allez essayer de sentir comment vos épaules sont bien appuyées. Voilà. Vous êtes tout entière absorbée par la sensation. Vous vous occupez même plus de moi. Voilà. Vous faites quelque chose qui va vous être utile. Donc vous réduisez pour l'instant, à la sensation que vous pouvez ressentir dans vos épaules, dans l'appui. Voilà, vous trouvez la position la meilleure. C'est ça. Voilà. Et déjà, vous ne savez plus si c'est le fauteuil qui vous soutient, si c'est le dos du fauteuil qui vous soutient, ou si ce sont vos épaules qui pèsent sur le dos du fauteuil. Vous vous laissez absorber par ça. Voilà. Tranquillement. Puis à supposer que vos mains soient bien posées, que vos bras ne soient pas crispés sur le bras du fauteuil. Je crois qu'il y a plus confortable certainement, mais vous essayez là de trouver la position pour vos mains, pour vos bras, qui sera la plus confortable. Voilà. Voilà. Soit en utilisant les bras du fauteuil, soit en ne les utilisant pas. Voilà. Et que vos mains puissent être complètement abandonnées. Et puis votre buste aussi va se reposer. C'est-à-dire va se poser de telle façon qu'il n'ait même plus à se poser, qu'il soit comme soutenu. Et puis maintenant, vous pouvez détendre aussi votre ventre, mais le détendre pour le mobiliser, c'est ça. Mais disons que vous trouvez la position la plus confortable dans ce fauteuil-là. Voilà. Parce que c'est souvent comme ça dans la vie. On cherche la position la plus favorable dans ce fauteuil de notre vie ou ce contexte de notre vie. Puis vous posez bien aussi vos fesses sur le coussin
du fauteuil. Voilà. Et vos jambes aussi, vous les laissez dans la position la plus facile. Et vous laissez maintenant peser tout votre corps de tout son poids. Et c'est la même chose de vous détendre et en même temps de vous mobiliser. Et vous allez pouvoir, en prenant plus de poids, comme on le dit, de quelqu'un, c'est quelqu'un qui a du poids. Vous ne vous occupez pas du tout de penser, vous ne vous occupez pas du tout même de sentir, mais vous vous occupez de peser. De peser de tout votre poids et de trouver simplement dans le fait que vous êtes là, et que vous existez, et que vous êtes dans ce fauteuil, une assurance tranquille et en même temps très vigilante. Mais c'est une vigilance qui n'est pas du tout de l'ordre de la pensée. Et malgré un certain inconfort, vous vous laissez de plus en plus tomber sans penser. C'est-à-dire en faisant entièrement confiance au fait que vous êtes là et que vous existez et que c'est le fond sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer pour continuer à vivre. Et par exemple, vous êtes en train de travailler, vous recevez quelqu'un et vous prenez le temps, mais ça peut être un instant, vous prenez le temps de peser de tout votre poids. Voilà. Et vous vous laissez absorber complètement. Et que vous gardiez les yeux ouverts ou les yeux fermés, ça n'a aucune importance. Vous faites ce qui est plus confortable pour vous, et peut-être qu'une certaine vigilance est nécessaire pour vous maintenant, et vous la gardez. Sans problème, vous choisissez ce qui est le mieux pour vous, pour sentir que vous êtes là, et vous ne savez plus d'une certaine façon si c'est le fauteuil qui est vous ou si c'est vous qui êtes le fauteuil. Parce que vous êtes en train d'entrer en contact avec tous les éléments de votre existence. Vous pouvez recomposer un petit peu votre existence de façon tranquille, de façon harmonieuse. Même s'il y a dans votre vie des difficultés que vous rencontrez aujourd'hui, c'est possible de trouver un fond, une base, un sol, un socle sur lequel vous pouvez marcher et vous appuyer. Et pour l'instant, tout ça est rassemblé par le fait que vous êtes bien assise, bien posée, bien abandonné dans ce fauteuil et que c'est ce fauteuil qui vous soutient, comme ce sont les choses de votre vie qui vous soutiennent. Et vous allez pouvoir accentuer encore davantage maintenant cette sensation d'assurance.
cette sensation de confiance. Et justement, dans la mesure où c'est toute seule que vous devez affronter les personnes qui viennent vous voir, c'est toute seule que vous avez à décider ce qui est bon pour elles, c'est toute seule que vous allez pouvoir réagir à leur manière de faire, ou à leur dire, ou à leurs inquiétudes. Mais vous êtes en train, là, de puiser un capital de confiance très, très, très grand. Comme si vous étiez en train de constituer des réserves considérables. Et demain et dans les jours suivants, vous allez voir qu'une simple attention à la manière dont vous êtes assise ou dont vous êtes debout, peut-être dans votre travail, mais vous allez pouvoir sentir que vous vous enfoncez davantage sur la chaise ou sur le fauteuil où vous êtes assis ou sur le sol sur lequel vous marchez. Et même s'il y a des inquiétudes, même s'il y a des angoisses, vous retrouvez ce fond d'assurance, ce fond de confiance dans la solitude la plus grande. Parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir rencontrer, non seulement dans votre travail un certain nombre de personnes, mais dans votre vie privée, sans rien dire d'abord. Ou tout en disant, tout en parlant, vous allez laisser apparaître de plus en plus ce fond de certitude. Même si vous avez des inquiétudes et vous sentez quelque chose qui vous gêne ou qui vous noue encore, c'est pas grave. Vous allez remettre cette chose-là dans l'ensemble. Et peut-être maintenant, on peut, si vous voulez, s'arrêter un petit moment où vous revenez ici tranquillement. Ça va? Ça va. Très bien. Alors, ce petit exercice où je vous fais revenir puis repartir, c'est fait justement pour approfondir encore plus l'abandon et l'assurance de fond, pour que vous puissiez percevoir que nous vivons à plusieurs niveaux, qu'il y a un fond assuré, et puis qu'il peut y avoir en surface, comme dans la mer, il peut y avoir la tempête, et puis dans le fond, il peut y avoir quelque chose de très sûr. Voilà. Donc, vous, de nouveau, vous sentez, par exemple, en respirant profondément, mais vous allez apprendre à respirer à partir de vos pieds. Vous faites rentrer l'air par vos pieds et l'air monte le long de vos jambes, passe par votre ventre, votre buste et arrive jusqu'à votre nez. Et puis ensuite, vous soufflez à partir de votre tête, votre buste, votre ventre, le long de vos jambes, et l'air sort par vos pieds. Et vous recommencez ça tranquillement, très lentement, pour que tout votre être soit unifié, soit réunifié
Voilà. Et vous perdez votre pensée complètement. Vous n'avez plus à penser quelque chose, mais c'est tout votre corps, tout votre être qui devient intelligent et qui pense. Voilà, vous le laissez penser. Ce sont vos pieds qui pensent, ce sont vos genoux qui pensent, c'est votre ventre qui pense, c'est votre buste qui pense, ce sont vos yeux qui pensent profondément, et moins vous voyez, plus vous voyez. Moins vous goûtez, plus vous goûtez. Moins vous touchez, plus vous touchez. Moins vous entendez, plus vous entendez. Et c'est tout votre être qui devient intelligent et qui pense. Vos oreilles pensent, votre nez pense, votre bouche pense, vos épaules pensent, votre buste est capable d'être très intelligent pour accueillir et libérer les nœuds qu'il peut encore y avoir et les angoisses, et votre ventre aussi. Votre ventre comme le lieu, ou votre bassin comme le lieu où les choses se fondent. Voilà. 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 Et vos jambes aussi, tranquillement. Voilà. Voilà. Et vos pieds qui pensent. Et toutes les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre vie, toutes les questions que vous ne pouvez pas ne pas vous poser en recevant les personnes que vous avez à recevoir, tout ça va trouver une assise. Tout ça va trouver un tempo. Tout ça va trouver un sol. Et tout ça va trouver une force et une puissance pour remettre en place, réorganiser, réordonner les choses de votre vie. Voilà. Ouais. Et peut-être qu'il y a une difficulté de fond dans votre vie aujourd'hui, ou une souffrance, peut-être, et vous allez la plonger dans cette respiration de tout votre être. Vous allez la plonger dans cette nouvelle organisation. Vous savez très bien en quoi consiste cette réorganisation. Vous savez très bien le moyen, même s'il ne vous apparaît pas. Vous ne connaissez pas le chemin, vous ne connaissez pas le moyen, mais vous les connaissez très bien, l'un et l'autre. Laissez faire. Voilà. Maintenant, là, vous êtes bien, vous pouvez vraiment laisser se faire la chose importante aujourd'hui, et une grande acceptation de tous les éléments qui constituent votre existence. Voilà. Vous le faites circuler dans l'ensemble. Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul parce que vous êtes bien assise. Ça va se faire tout seul parce que vous êtes bien posé dans votre existence. Et tous les jours, il suffira que vous reveniez à ça tranquillement. Tout simplement. Un fond de
silence très très simple, très très simple. Un fond où toutes les paroles prennent leur sens. Un fond où toutes les actions prennent leur tour, leur forme. Voilà, vous vous laissez bien complètement absorbé par cette chose qui est là et que vous avez su raviver, activer, réveiller maintenant. Puis un moment de silence, vous faites quelque chose pour vous. Voilà. Vous soignez quelque chose en vous qui a besoin d'être soigné. Tranquillement. Quelque chose qui vous échappe, mais quelque chose que vous savez être là plus intensément que tout. Ça a été une simple petite accentuation de ce qui était déjà là. Rien n'est ajouté, mais c'est un petit peu plus accentué, un petit peu plus renforcé. Et il n'y a rien à garder. Ça, vous pouvez tout oublier de ce qui s'est passé là, ça n'a aucune importance. C'est même beaucoup mieux. Il n'y a rien à préserver. Mais il y aura pour vous à recommencer, à vous asseoir et à bien sentir vos épaules, à bien sentir vos bras, à bien sentir que vous êtes posé sur le coussin de ce fauteuil, à bien sentir vos jambes et à bien sentir vos pieds. Et puis tout le reste suivra facilement. Voilà. Ça va? Pas compliqué? Non.